Ah ben une expression que j'aime bien, c'est « faut pas niaiser avec le POC ». Bienvenue dans les Blabla du Quai, le podcast où l'on s'arrête un instant sur le port de Bénodet, face à la mer, pour écouter les histoires de celles et ceux qui l'ont connu, aimé, affronté. Ici, au bar des Bluniers, entre un café, un verre et un souvenir, on parle de vie, de vent et du temps qui passe. Je suis Laurent et chaque mois je tends le micro à une voix du bord de mer pour une conversation intime, drôle, touchante, parfois poétique, mais toujours vraie. Installez-vous, le quai est tranquille. L'histoire commence. Emma, bonjour. Bonjour Laurent. Moi, je suis très heureux de te rencontrer ici au bar des Bluniers, en compagnie de tous ces gens qui observent l'enregistrement. Je vous ai vu un jour débarquer sur le ponton de Bénodet avec votre magnifique bateau. Comment vous êtes arrivé ici ? On est arrivé pour la première fois à Bénodet après une traversée de l'Atlantique. Et à ce moment-là, en plus, nos enfants avaient 3 ans et 9 mois. Un 3 ans et l'autre 9 mois. Donc, on est arrivé. Ma fille a fait ses premiers pas sur le quai après la traversée. Sur le quai de Bénodet. Ouais. Donc, c'est pour ça que vous êtes passé par ici. Naviguez haut, parlez vrai. Elle est née au Québec, là où les forêts parlent bas et les montagnes écoutent. Guide de haute montagne, Emmanuelle a appris à lire les pentes, les silences, les visages. Aujourd'hui, elle navigue en famille sur les live songs des voiliers qui tracent leur route dans les fjords du nord européen. Et plus, avec Christophe, son mari, skipper et commandant du navire et leurs 2 enfants, elle embarque des passagers pour des croisières où l'on skie, où l'on bivouaque, où l'on respire autrement. Pas de tourisme, des éléments, de l'expérience, de la vraie. Dans cet épisode, Emmanuelle nous parle de cap, de choix, de lenteur. Ce que ça veut dire vraiment, embarquer les siens dans une expédition de vie. Et de ce nouveau bateau qu'ils construisent pour accueillir plus grand, plus loin, plus juste. Nous sommes particulièrement fiers de l'accueillir au sein des Blabla du Quai. Comme on l'entend, tu as une voix de l'Ouest, tu es québécoise, tu es mariée avec un Français, donc tu viens de le dire, tu as 2 enfants qui ont quel âge aujourd'hui ? Qui ont aujourd'hui 8 ans et 5 ans. Alors, tu es en ce moment en France. Comment tu vois ton lien entre le Québec et la France ? Comment tu vis ça ? Ça fait quand même plus de 10 ans que je vis entourée de Français, donc c'est quand même des cultures qui sont similaires, mais comme on bouge beaucoup, je me sens ni française, ni... je me sens québécoise, mais québécoise un peu à l'étranger. Donc c'est pas... D'accord, donc tu es une femme du monde. C'est ça. D'accord, ouais, c'est bien ça. Et donc tu as fait le choix de faire une vie embarquée en famille. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, parce que c'est un choix atypique ? C'est un choix atypique. Après, ma vie en général a été plutôt atypique. Parce que j'ai une formation de guide autant de montagne que de kayak et tout ça. Donc j'ai guidé partout dans le monde depuis ma début vingtaine, et j'ai rencontré Christophe, qui est mon mari actuel, en Patagonie. Et en fait, moi je connaissais rien au bateau, et on s'est rencontrés à ce moment-là. Je me suis mis à vivre sur le bateau avec lui. Et après, les enfants sont venus. Donc, alors attends Emma, explique-moi, vous êtes rencontrés en Patagonie. Oui. Explique-moi un peu, c'était où ? En fait, moi je revenais d'une expédition de ski en Antarctique de 45 jours qu'on était partis sans voir personne. C'est déjà pas banal. Oui, et puis quand on est arrivé au port... Alors attends, excuse-moi, mais ski et traîneau, Oui, ski poulka en autonomie complète en Antarctique, donc on était 6 à faire l'expédition. Mais pour se rendre en Antarctique, il faut se rendre en voilier. Donc on avait pris un voilier qui était à ce moment-là, c'était un voilier australien, le Spirit of Sydney. Et on a fait l'aller-retour et on est arrivé au même port que Christophe et son bateau, qui était Vénus à ce moment-là, au port de Puerto William, qui est au Chili, en Patagonie. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est très beau. Et on s'est rencontrés comme ça. Et moi, je suis revenue 6 mois plus tard sur son bateau, en sachant pas du tout que j'allais passer le restant de ma vie sur le bateau. D'accord, c'est chouette ça, c'est une belle histoire, c'est incroyable. Alors déjà, mais cette histoire de guide de haute montagne comme ça, c'était venu comment ? J'ai toujours aimé être dehors depuis que je suis toute petite. J'ai fait du ski. En fait, avec mon papa, on faisait une expédition chaque année au Mont Washington, donc ça, dans l'est des États-Unis. C'est une montagne où on allait
en ski. On montait, on dormait dans la neige en haut, dans des petites huttes à 3 murs. Donc, en fait, c'est vraiment Des du huttes à camping 3 d'hiver. murs? Oui, ça, c'est des refuges à 3 murs. Donc, en fait, c'est comme être dehors, mais t'as un toit. Comme un abri de bus, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Et moi, j'attendais ce moment toutes les années d'y retourner. Et j'aimais tellement que, en fait, j'ai vu qu'il y avait un programme au Québec qui s'offrait qui s'appelle le tourisme d'aventure. Et ça regroupe un peu plein de métiers. C'est pas comme en France où c'est soit t'es guide de montagne, moyenne montagne, haute montagne, ou guide de kayak, ou guide de je sais pas quoi. Là, ça regroupe un peu le métier de guide en général et après, tu te spécialises dans ce que tu veux. Donc là, c'est du all-inclusive, entre guillemets. Ouais, Oui, c'est bien, félicitations. C'est vraiment... c'est rare de voir une femme aussi dynamique et qui est capable de lutter contre les éléments, pardon. Enfin, je sais pas, c'est atypique. T'es un peu seule, non? Dans ce monde d'hommes. Aussi surprenamment que les gens peuvent penser, mais Ouais. dans la technique que j'ai fait en Gaspésie, donc dans le programme de tourisme d'aventure, on était majoritairement des femmes. Ah d'accord, ok. Ouais. Je pense que les femmes sont peut-être moins fortes, mais plus endurantes et aussi meilleures pour prendre soin des gens. Parce qu'être guide, c'est surtout prendre soin de d'autres personnes. Vous avez beaucoup d'avance sur le continent, sur l'autre continent. Ici, c'est pas comme oui, ça. Oui, après, c'est sûr que moi, je suis pas la plus forte guide de ski. Je suis pas celle qui porte les trucs les plus lourds. Mais je pense que je suis bonne dans ce que je fais parce que je sais prendre soin des gens, comme une maman prend soin de ses enfants. Très bien, bon, bravo. Et comment ça... Alors, visiblement, vous avez réussi à faire un mélange de tes compétences et puis de celles de ton mari qui s'appelle Christophe. Et donc, vous avez décidé de monter quelque chose ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, moi, comment c'est venu, ça faisait déjà presque 10 ans que je guidais un peu partout dans le monde quand je suis allée retrouver Christophe sur son bateau. Comme je disais, je connaissais rien au bateau, mais j'ai appris. Donc, en faisant le Cap Horn, les glaciers, j'étais équipière, donc il fallait que je sache tout faire à bord. Alors qu'au départ, je savais même pas c'était quoi une écoute. Le génois, il n'y a aucun vocabulaire que je connaissais. Mais déjà à l'époque, c'était un voilier qui accueillait des gens en croisière. Oui, il faisait déjà des croisières. Déjà professionnellement. Quoi. Professionnellement, donc c'était un Baltic 51, qui est un très beau bateau. Et donc il accueillait déjà des gens, mais il faisait surtout de la navigation. Et quand on a commencé à travailler ensemble, moi j'ai apporté plus des randonnées un peu plus engagées. Après, j'ai amené des crampons à bord pour faire de la marche sur le glacier. Et après, un peu plus tard, après j'ai amené des kayaks et le ski aussi. Donc là, on est sur un Baltic 51. Et puis, comment ça se décide? Vous restez longtemps ici, en bas du Chili? On a fait 3 saisons en Patagonie et en Antarctique. En fait, j'ai dit à Christophe qu'il fallait absolument qu'on aille en Antarctique avec le bateau, comme j'étais déjà allée. Ah oui, t'es motrice dans le projet. Oui, hein? Donc il a dit que c'était un peu fou, mais donc on a préparé le bateau au ski. Parce que là, il faut dire que le Baltic 51, c'est un peu comme un Swan, c'est un bateau en plastique. Donc, c'est pas du tout fait, c'est pas en aluminium ou en acier pour aller dans les glaces. Donc, c'était quand même un voyage assez engagé d'y aller avec ce bateau. Mais il a très bien fait ça, c'est un bateau très marin. Donc, on a fait deux voyages en Antarctique, 3 saisons en Patagonie. Et après, sur notre dernier voyage en Antarctique, j'avais amené un test de grossesse à bord et j'ai fait le test de grossesse en Antarctique. Et c'était positif. Et du coup, après... Alors là, l'aventure part. L'aventure, on avait déjà prévu remonter jusqu'en Polynésie à ce moment-là. Ouais. Et donc, j'ai fait 2 traversées de Drake. Donc, le Drake, c'est le passage entre la Patagonie et l'Antarctique, plus une traversée jusqu'en Polynésie enceinte. Et... Donc, vous décidez de poursuivre l'aventure ensemble sur votre Baltique, là, et puis après, vous dites, non, c'est pas assez gros. Donc on va faire autre chose. Ouais, un coup que Raphaël, notre Comment il s'appelait ce premier bateau, le Baltique? Vénus. Donc le projet s'appelait Vénus. Oui, le projet s'appelait Vénus. Et puis il a changé de nom, je crois avoir compris ça. Et le projet est devenu... En fait, on a changé de bateau et on a décidé de garder le nom du bateau qui s'appelle Live Song. Donc, on a acheté le bateau qui s'appelait déjà Live Song. On n'a pas voulu le débaptiser. Du coup, on a un peu changé notre marque de commerce
de passer de Vénus à Live Song. Donc ça s'appelle Live Song Sailing, c'est ça Ouais, votre... Live Song Sailing. Et je trouve que le nom du bateau correspond bien à l'aventure. Là, Oui, c'est pour ça qu'on l'a gardé aussi. Oui. C'est un peu romantico-vivant. C'est chouette. Alors, ce bateau, tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'était comme Alors bateau? ça, c'est un Garcia 68 Ouais. et on l'a acheté. Donc, on a décidé qu'il nous fallait un autre bateau quand Raphaël est né en Polynésie. Et, en fait, il y avait à peine quelques mois que Christophe nous a trouvé le Live Song, qui est ce Garcia 68, mais en fait, on l'a acheté après le cyclone Irma aux Caraïbes. Donc, il était à Saint-Martin et il a subi le cyclone. Donc, il n'a pas coulé, mais il était bien abîmé. Et du coup, on l'a acheté déjà abîmé pour le remettre en état. Et après, commencer les croisières avec ce bateau. Mmh. D'accord. Donc, Live Song part. Donc, c'est un plus grand bateau. Hein. C'est un Garcia 68, c'est ça? Ouais, 68. Donc, on est D'ailleurs, parti de 51. Et je l'ai vu, c'est comme ça que je vous ai vu pour la première fois. C'est un bateau très grand, très impressionnant. Oui. Je sais pas comment vous faites pour le diriger ça à deux en manœuvre, parce que franchement, Christophe est capable tout seul. Hein. Ça demande beaucoup de compétences. Donc vous avez choisi un voilier comme maison. Alors, et en famille, comment ça fonctionne ça? En fait, on n'a jamais vécu dans une maison jusqu'à maintenant, donc. D'accord. Donc. Ensemble, vous n'avez jamais vécu dans une maison, ça a toujours été. Jusqu'à là tout de suite maintenant, mais on va en venir plus tard. Ouais. Mais en fait, on s'est pas dit que d'avoir un enfant, ça nous obligeait à arrêter nos plans de croisière. Alors comment ça se passe, naviguer avec ses enfants en famille, comment ça se passe? Parce que il faut faire l'école. Il faut faire l'école. Si on part tout au début. C'est sans doute des enfants d'aujourd'hui, ils ont beaucoup d'énergie. Comment on maîtrise tout ça? Comment ça se passe à bord? En fait, c'est différent avec des très jeunes enfants bébés et là des enfants qui sont un peu plus vieux. Donc quand ils sont bébés, effectivement, c'est plus la gestion du sommeil, la gestion du bruit, la gestion de la sécurité. Alors que quand ils sont plus vieux, là c'est l'école, de leur faire apprécier la vie qu'ils ont et tout ça. Donc moi je crois que c'est tout à fait possible de jumeler tout ça ensemble. Il faut juste être organisé et réfléchir dans ses choix. Et l'école alors, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Moi, je fais l'école. C'est toi qui fais l'école? Je fais le CNED avec Raphaël depuis qu'il a 3 ans. D'accord, donc tu as choisi la version française éducative plutôt que la version québécoise? Oui, parce qu'au Québec, c'est beaucoup plus accepté de faire l'école à la maison. Il n'y a pas de programme spécifique aussi bien fait que le CNED. D'accord, mais c'est lourd le CNED, il faut tenir, c'est pas évident. Oui, il y a beaucoup d'envois. Donc concrètement, dans une journée, comment ça se passe pour les enfants? Ils ont cours 2-3 heures, 4 heures Non, en fait, en 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure et demie. C'est bouclé. Mais après, moi, je fais 1 heure et demie de cours tous les jours, donc 7 jours sur 7. Donc ça arrive des fois qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps d'en faire. Mais je me limite pas à dire « on est dimanche, on fait pas d'école ». C'est quand on peut en faire, on en fait. Et après, là, je parle que c'est à peu près 1 heure d'école, 1 heure et demie d'école par jour. Mais en fait, l'école, c'est dans la vie en général. On peut faire de l'anglais tout en faisant une rando. On peut faire des mathématiques en allant faire des courses. On peut apprendre des chansons en naviguant. C'est un peu une école sans qu'on soit assis à un pupitre en disant « là, on fait l'école ». Non, l'école, c'est un peu tout le temps. Alors, cette vie en bateau, en mer, en haute mer, avec les enfants, ça doit leur donner... ils doivent être un peu différents des autres, ils doivent être un peu... Quand ils rencontrent d'autres enfants, ils doivent raconter d'autres histoires, ils ont une vie complètement différente. Comment ça se passe? Je trouve que le décalage paraissait plus quand il était tout petit, parce que par exemple, Raphaël, quand on est retourné, on a fait une escale à Montréal après 8 mois en mer, au Groenland et tout ça, où il n'y avait pas vu de voiture, il n'y avait pas vu d'arbres, il n'y avait pas vu vraiment d'autres enfants. Donc là, quand on est arrivé à Montréal, on aurait dit qu'on sortait je sais pas, il était comme dans une bulle, il était ailleurs, mais là, maintenant, je pense que ça paraît moins. Moins, mais enfin, il doit y avoir des histoires un peu extraordinaires à raconter? Oui, ils savent des choses ils savent des choses différentes. C'est sûr que ils savent pas jouer à ballon chasseur ou je sais pas quel jeu ils jouent à l'école, mais ils savent expliquer la migration de la sterne arctique, donc tout est différent. Donc là, vous êtes parti depuis quelques années, je crois avoir compris que vous faisiez plutôt un programme au nord européen, Suède, Norvège, peut-être Finlande. Avec le Live Song, donc avec Vénus, on était en Patagonie, Antarctique, Polynésie. Avec le Live Song, on est resté sur le nord, donc
Groenland, Canada, Norvège, et Écosse, France. D'accord. Alors donc, le principe, c'est vous baladez en bateau, en cabotage peut-être, enfin vous faites des grands trajets, des petits trajets, et puis hop, on va sur Terre, et puis Oui, c'est toi qui mènes les débats. c'est ça. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent, là, vous vivez en bateau, les enfants, comment ils font? Mais en fait, on débarque à terre tous les jours. Ouais, Donc, ouais. les gens qui sont à bord et les enfants peuvent se défouler. Et moi, mon travail à bord, je dis ça, je me sens mal de dire travail parce que je sens pas vraiment que je travaille. Quand j'amène les gens en balade à terre, donc soit en rando, soit en kayak, quand on est dans des endroits où il y a des glaciers, je les amène marcher sur le glacier. Et quand on est en début de saison, quand il y a de la neige, là, c'est des voyages de ski-voile qu'on fait. Donc là, j'amène les gens en ski de rando. Donc en fait, tout le programme est adapté en fonction des conditions météorologiques et du voilà. Oui, en fonction de la saison. saison on fait du ski, et du il y en région. a pas, on fait du kayak. Le ski, c'est vraiment en début de saison. Et après, en été, on fait kayak, rando, tout ça. Et en fait, les gens, donc c'est des voyages, des croisières actives, mais on ne demande pas aux gens d'avoir des prérequis de kayak ou de marche sur glace. Moi, j'ai amené des gens qui n'avaient jamais touché à des crampons ou qui n'avaient jamais touché à une pagaie de kayak. Et il n'y a pas de souci. D'accord. C'est une sacrée responsabilité d'emmener des gens en montagne ou faire du ski dans la nature sauvage. Comment tu portes ça? Oui, la responsabilité est beaucoup plus grande quand c'est en ski, effectivement, ou quand c'est sur le glacier. Mais en fait, c'est juste une question de gérer les risques. Et c'est le travail d'un guide, c'est de gérer les risques et que les risques soient calculés et qu'il n'y ait pas... s'il y a des risques d'avalanche, on choisit une autre route. Donc, Comment tu te situes comme ça dans la nature? Parce que tu passes de la mer à la montagne, de la neige à l'eau. Comment tu vis ça? Parce que là, tu es obligé de t'adapter tout le temps dans ta vie, au quotidien. C'est assez impressionnant parce que la mer, c'est... Moi, ce que j'adore, c'est de pas savoir qu'est-ce qu'on fait le lendemain, de pas savoir où on va être. Alors, il y a des gens, quand je leur dis ça, qui se mettent à paniquer. Mais moi, c'est ce que j'adore de la vie en bateau. C'est qu'on sait qu'on part, mais on sait pas qu'on arrive. Alors, c'est une vie lente, rapide. Comment par rapport à quelqu'un de terrien, comment ça se situe l'espace-temps? Il y a plusieurs personnes qui viennent à bord qui disent que c'est comme vivre plusieurs journées en une. Parce que entre le matin, on peut faire une navigation. Après, on s'en va à terre, on fait une balade à terre en montagne. On revient en bateau, on prend l'apéro en allongeant un glacier. Et puis là, après, on va observer le soir des morses sur une plage. Donc, tu as l'impression d'avoir fait ce que tu pourrais faire en une semaine, en une journée. Vous êtes jeunes, tous les deux. Je trouve ça extraordinaire, vraiment, ce que vous avez été capable de faire. L'énergie que vous avez, là, tous les deux. En particulier toi, Emma. Je ne sais pas combien d'heures tu dors par nuit, mais ça ne doit pas être beaucoup parce qu'il faut préparer les gens, les débarquer, les emmener, les ramener, bouger la nuit. Et tout ça, s'occuper des enfants en même temps, faire à manger pour tout ce monde-là. Et puis à bord, tu as un rôle de second finalement, c'est toi qui en fait, dois faire l'écart. Depuis qu'on a les enfants, on est 3 membres d'équipage, donc il y a moi, mon conjoint, mais on a aussi quelqu'un qui est avec nous chaque saison pour nous aider justement entre les enfants, la nourriture, les balades à terre, les descentes en zodiac, les manœuvres. On a beau avoir de l'énergie, on ne peut pas être partout en même temps, mais après, il y a plusieurs choses qui font qu'on a beaucoup d'énergie, je pense. C'est que quand tu n'arrêtes jamais, plus tu fais de choses, plus tu es capable d'en faire. C'est mon concept. Et aussi les gens qui viennent à bord, qui nous récompensent de leur bonne humeur, de leur sourire, de leur « j'en reviens pas que vous nous faites voir ça », ça nous donne de l'énergie. Et la dernière chose que je pourrais dire, c'est aussi quand on est dans le nord, dans le Grand Nord ou dans le Grand Sud, selon la saison, dans la saison estivale, c'est qu'il n'y a pas de nuit. C'est le soleil de minuit, donc il y a de la luminosité 24 heures sur 24. Et ça, moi, je trouve que ça donne vraiment de l'énergie. Alors, moins fatigué. La vie à bord, pour ceux qui connaissent un petit peu la navigation, une vie à bord à plusieurs, parfois avec des gens qu'on ne connaît pas ou même souvent, ça doit être difficile parce que il y a un comportement sur terre, un comportement sur mer, j'ai envie de dire. Comment vous gérez tous cette promiscuité que vous avez tous ensemble avec les clients? Comment ça se passe? Parce que ça aussi, ça demande beaucoup d'énergie. Sûrement, mais pour moi, c'est pas du tout lourd, c'est pas du tout c'est naturel, un problème. Faut aimer les gens, déjà. Faut aimer les gens, et pourtant,
je pense pas que je sois quelqu'un de particulièrement social. Je sais pas. Non, mais dans le sens où je vais pas aller dans la rue vers les gens, mais dans notre bateau, ça se fait naturellement, en fait. C'est très, très rare qu'on ait des soucis à bord. C'est naturel. Et même les gens avec les enfants, nous, on pensait qu'avoir les enfants à bord, les gens seraient réticents. Et en fait, l'échange qu'il y a entre tout le monde, on met des gens, en fait, qui viennent de plein de milieux différents ensemble. Et ça fait des mélanges incroyables parce que les gens parlent de choses, parlent de sujets qu'ils ne pourraient pas autrement. Donc, Alors aujourd'hui, tu as une double compétence, la compétence en mer, la vie en mer, les compétences de nature terrestre, la montagne, la neige, le ski, la marche. Quel est le monde que tu préfères, finalement? Ah, ben c'est sûr que c'est à terre. C'est à terre. Ah, mais c'est à terre. Mais par contre, j'ai pas du tout envie de quitter le bateau. En fait, moi, ce que j'aime du bateau, c'est de pouvoir aller à terre où il n'y a personne. D'accord. Parce que quand tu vis à terre, déjà, si tu vis dans une maison, tu es pris dans un endroit, parce que la maison ne se déplace pas. Et après, si tu veux aller en voiture quelque part, il faut absolument qu'il y ait une route. Alors qu'en bateau, tu peux aller à des endroits où il n'y a rien. Et donc, pour moi, c'est un tout, en fait. Je suis quelqu'un de plus terrestre que marin, mais j'adore vivre en bateau. Et ça, j'ai pas du tout envie de changer ça. Parce que quand je suis tombée enceinte de Raphaël, on s'est dit, ça y est, le compte à rebours est lancé. Quand il aura 12 ans, il va falloir aller s'installer à terre pour qu'il ait à l'école normale, machin. En fait, là, il a 8 ans, je me rends compte que c'est dans 4 ans, et moi, dans 4 ans, je suis pas du tout prête à aller vivre à terre. Donc, Emma, moi, je te trouve incroyable au sens, pour moi, t'es l'archétype positif t'es la femme moderne. T'es la femme du 21e siècle, proche de la nature, éco-responsable, épanouie, pionnière, enfin, t'es une femme incroyable. Je suis très heureux de te rencontrer par ici. Vous êtes en train de construire vous avez un nouveau projet, donc un nouveau bateau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc qui est en train d'arriver? Explique-nous. Oui, parce qu'on n'est pas assez fou comme ça, il a fallu continuer nos folies. Parce que comme je disais juste là, on n'est pas prêt à aller vivre à terre. Et bien, nos enfants, ils n'arrêtent pas de grandir et ils grandissent en taille aussi. Et là, jusqu'à maintenant, sur notre Garcia 68, on était 4 dans la même cabine pour pouvoir prendre des gens à bord, parce que c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Et là, 4 dans la même cabine, ça commence à être très serré. Donc là, on s'est dit, soit on prend 2 cabines pour nous, mais ça ne nous laisse que 2 cabines pour avoir des gens à bord. Et c'était pas vraiment intéressant. On avait aussi envie d'un bateau qui soit plus solide, même si le Garcia est très solide, mais on avait envie d'encore plus pour pouvoir faire un hivernage dans la glace, traverser le passage nord-ouest. Donc là, on s'est dit, il faudrait qu'on change de bateau. Ah oui, alors donc en fait, vous changez de programme, carrément. Alors je suis allé voir un petit peu sur votre site internet, livesondsailing.com, et effectivement, je vois un grand tracé sur plusieurs années, là. Vous faites le tour du monde, le tour de l'Amérique, quoi. Oui, j'ai appelé ça un tour du monde par les pôles, parce que du coup, c'est pas le tour du monde classique par l'équateur, c'est plutôt, en fait, pôle nord et après pôle sud. Donc le passage de l'ouest. C'est le programme du nouveau bateau. D'accord. D'abord Spitsberg, Groenland, passage nord-ouest, Alaska. Wow. La petite descente en Polynésie pour après retomber sur la Patagonie et l'Antarctique. C'est incroyable. Mais donc, pour faire ce programme-là, il nous fallait un bon gros bateau solide pour qu'on puisse encore continuer à naviguer longtemps avec nos enfants à bord et que tout le monde ait sa place pour être à l'aise. Donc, je me suis fait avoir, on peut dire. Christophe a réussi à alors là, me vendre. Alors là, c'est lui le moteur. Oui. Chacun son tour. Alors. Oui, parce que j'avoue que... donc là, on fait construire... on fait à moitié construire. On construit nous-mêmes un bateau de 78 pieds. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Pour que nos auditeurs comprennent, c'est un bateau de 24 mètres. C'est ça, oui, 24 mètres. 24 mètres. Je crois que c'est la limite. C'est d'ailleurs la limite cabines. Quasiment autorisée. Disons que c'est la 24 après, il faudrait un équipage très grand pour exploiter ça. Disons que c'est en bas de 24 mètres, c'est un peu plus facile sur tous les points, donc on s'est limité à 24 mètres. C'est juste gigantesque, c'est un bateau énorme. Après, ça reste plus petit qu'une grande maison, hein, ouais. Mais donc, c'est un bateau qui est construit, donc c'est un bateau en aluminium, qui est construit avec ceinture de glace, donc en fait, il est renforcé
autour de la ligne de flottaison pour pouvoir se reprendre dans la glace. Et là, il est construit la chaudronnerie. Donc, chaudronnerie, c'est tout ce qui est aluminium est construit au chantier bord à bord. C'est presque le projet Tara un peu. Hein, vous êtes un peu parti dans un projet où vous pouvez vous faire un petit peu piéger quelques heures. Quand même moins costaud que Tara, mais assez costaud pour notre programme à nous. Autour. Et là, la chaudronnerie est sur la fin là, chez bord à bord. Et c'est nous qui allons faire tout le reste du bateau. C'est incroyable, donc c'est Christophe qui fait vous faites tous les deux tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça. Faut des sacrées compétences, hein. Je suis admiratif. Je suis vraiment admiratif. Qu'est-ce que ce bateau-là, vous allez emmener les enfants, vous êtes reparti pour une sacrée aventure. Alors vous allez faire de ton terrain de jeu, un petit peu de glace, un petit peu de montagne, un peu de tout, puis d'un seul coup, pouf, patapouf, Polynésie, voilà, ok. Tu vas t'ennuyer, non? Non, il y a quand même des montagnes en Polynésie. Il y a des montagnes en Polynésie. Oui, c'est pas mal. D'accord, donc tu penses que tu pourras... Il fait juste trop chaud. Il fait juste trop chaud. Moi, je trouve que c'est formidable votre engagement à tous les deux, c'est à tous les quatre. Vous emmenez des gens, ils ont l'air épanouis quand ils rentrent, quand ils partent. Oui, ils sont contents. Il y en a même certains qui ont carrément fait des choix de vie différents après un voyage comme ça. Après, je dis pas que c'est nous qui leur ont fait changer, mais des fois, c'est des gens qui sont à la limite, qui se posent des questions, et un voyage comme ça leur fait soudainement. Le calendrier, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que vous pensez pouvoir mettre la mise à l'eau Alors, la mise à l'eau va être dans un peu plus d'1 an. 1 an, et, ce qui est court. Ce qui est assez court. Mais les premiers voyages vont être à partir d'avril 2027. D'accord. Donc, on va partir vers la Norvège et le Spitzberg. Magnifique. Tu as hâte? Oh, j'ai plus que hâte. Alors comment là, ça se passe la vie à terre là, Comment ça se passe? Oui, mais c'est ça, c'est la première fois qu'on vit dans une maison, les enfants vont à l'école normale. Donc vous faites ça en France? Oui. Parce que vous auriez pu faire construire peut-être au Québec, ça aurait pu être... On aurait pu, mais en fait on a rencontré les gens du chantier bord à bord, on leur a fait confiance, on se sentait bien. En fait on était passé à Plestin-les-Grèves il y a plus de 10 ans quand on avait fait un voyage de vélo, moi et Christophe. On avait adoré cet endroit, je sais pas pourquoi on avait flashé sur l'endroit. Donc, on s'est dit que c'était peut-être un signe d'y retourner après pour construire notre bateau. Et donc là, on est lancé là-dedans. Et la vie à terre, j'ai du mal à dire que je trouve ça nul parce que la plupart des gens, c'est leur vie. Mais moi, ça me convient pas. Emma, comment tu vois le futur de tes enfants? Qu'est-ce que tu voudrais leur laisser dans le futur? Un goût à la vie, un goût au bonheur. Moi, je m'en fous. Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie? Moi, mes parents m'ont toujours encouragée, peu importe c'est quoi le projet. Donc, j'ai envie de faire la même chose. S'ils me disent qu'ils veulent, je sais pas, devenir designer de mode, ça va être parfait. Et toi qui voyages beaucoup, comment tu perçois un petit peu notre monde? Plus en plus que ça va, j'ai du mal avec les foules et les grands magasins, et les achats compulsifs que les gens peuvent faire et l'espèce de matérialisme. J'ai un peu de mal parce que nous, c'est vrai que la plupart du temps dans l'année, on est dans des endroits où on peut même pas acheter. On peut acheter de la nourriture, il y a toujours des supermarchés, mais il n'y a pas de magasin où tu peux faire du shopping. Donc tu penses qu'on peut bien vivre avec moins? Ah oui, tout à fait. Après, là, les gens vont dire ça, puis ils vont se dire « Ouais, mais tu fais construire un bateau. » Je suis consciente, hein, là, on a beaucoup réutilisé de matériel quand même sur le nouveau bateau. On a beaucoup acheté d'usagers pour le nouveau bateau. Mais le but, c'est de construire solide, de construire bien pour que ça dure dans le temps. Et non pas d'acheter, justement, moi j'ai toujours dit, je suis pas assez riche pour acheter du cheap. Donc, dans le sens où, quand on achète des trucs cheap, des trucs de mauvaise qualité, on est prêt pour en racheter après. Puis en fait, t'as le temps de racheter 10 trucs cheap alors que t'en as acheté une fois un qui est bien, qui est dur. Donc, la surconsommation, c'est dur quand on est loin de ça, de revoir. D'accord. Alors, t'as un accent chantant que alors, moi, j'adore. Est-ce que tu pourrais me faire une grande phrase en québécois, un peu. Pourtant, j'essaie de la doucir, là, sinon les gens ne comprendraient pas. Oui, mais vas-y, elle est carrément là, il faut se lâcher, là. Une expression que j'aime bien, c'est « faut pas niaiser avec le POC ». Donc, ça, en gros, niaiser, c'est quand tu
tu zigonnes, non, ça c'est encore un mot Zigonne, québécois. Ouais. Quand tu t'avances pas, quand tu niaises, avec le puck c'est la rondelle au hockey sur glace. En fait, quand tu niaises avec le puck, c'est celui qui veut faire un but, mais là, qui est là avec la rondelle, qui est devant le but, puis qui n'ose pas faire un lancer. Ben, nous, tu vois, souvent, je dis ça à Christophe, là, on arrête de niaiser avec le puck parce qu'il faut avancer. Extraordinaire. Emma, merci, c'est un plaisir de t'avoir rencontré, pour les blablas du quai, avoir une jeune femme comme ça, aussi dynamique et aussi présente, avec une très belle personnalité. Je te remercie de nous avoir fait confiance. Ce 3e épisode des blablas du quai. On n'a même pas eu le temps de commander un petit café. Bon. Allez Emma, Merci. j'ai envie de te dire bon vent. Bon. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans cet épisode des blablas du quai. Le voyage continue. Dans notre prochain rendez-vous, une nouvelle voix viendra enrichir nos échanges. Vous nous emmenez encore plus loin au fil des souvenirs et des marées. À très bientôt, ici même, sur les quais de l'Odé. C'est ça, tout neuf. Ainsi vont les blablas du quai.